Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode des Papilles du Web. On est ravis de vous retrouver après les ponts, les congés. On reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, j'accueille Xavier, qu'on a déjà vu à cette émission et qui nous rejoint. Xavier, donc directeur général adjoint de CleverEdge. Papilles du Web, il mérite évidemment. Le programme, comme d'habitude, on fera un focus sur l'actualité, un dossier sur les Customer Data Platform qui sera présenté par Xavier, et ensuite on abordera les tops et les flops comme d'habitude. Xavier, quelle est l'actualité chaude sur laquelle tu veux pointer du doigt ? Je pense que c'est intéressant de parler d'un potentiel retour de bâton du cloud applicatif, puisque aujourd'hui on monte énormément d'architecture omnicanal en s'appuyant sur des clouds applicatifs, et ça rappelle un peu furieusement la période 2001 où des solutions éditeurs de type Spectra, de type Vignette, de type Broadvision vendaient et proposaient des solutions toutes packagées pour faire à l'époque du e-commerce one-to-one, puisque c'était le hype du moment. Et on s'est rendu compte que c'était impossible parce que ces boîtes noires étaient trop complexes, difficiles à interfacer avec le reste des informations et le reste des systèmes, et c'est ce qui a participé du reste à l'explosion du mouvement open source qu'on a pu suivre dans la foulée. Donc aujourd'hui on a un cloud applicatif dont on a parfois un peu peur de perdre la maîtrise parce que des éditeurs survendent et font des promesses qui ne sont pas tenables dans des logiques ultra propriétaires, et c'est un point de vigilance qui de notre point de vue est vraiment important à avoir et à porter quand on fait des choix de solutions. L'autre point aussi qu'on peut relever toujours dans cette logique de cloud applicatif, c'est que finalement on vient chercher des services différents et dispatcher dans chacun des clouds, un service e-commerce, un service de fidélisation, de recherche, etc. Et finalement on empile ça un peu comme des Lego, avec là aussi le risque de perte de maîtrise de sa donnée, et la création d'une dépendance trop importante avec ces applicatifs-là. Donc un point de vigilance aussi à avoir sur ces sujets, et qui s'illustre par le fait que le jour où des éditeurs décident de fermer la porte et donc de fermer leurs API avec d'autres confrères éditeurs, comme exactement ce qui se passe et ce qu'on constate aujourd'hui dans l'actualité entre Mailchimp et Shopify, eh bien on est un peu ennuyé et on a cette perte de maîtrise de notre donnée. Donc un point important à vraiment avoir en tête. Alors c'est vrai qu'on revit un peu l'histoire où les clients se sentent prisonniers ou potentiellement de plus en plus prisonniers des solutions et des choix qu'ils ont faits. Comme tu l'as bien dit, le retour de bâton en 2001, ça a été, on a mis à la poubelle les Broadvision, tout ça c'est parti à la poubelle, de toute manière c'était inutilisable. Le marché s'est orienté vers ce qui leur semblait le plus ouvert, qui était l'open source, qui a donné le succès de cette vague. Et comme tu le dis aussi très bien, ce problème Shopify où j'ai un moteur e-commerce qui va traiter de la donnée, qui doit dialoguer avec un moteur de gestion de campagne qui est Mailchimp, le jour où ils sont plus copains, ils décident de couper l'accès, et moi si j'ai monté mon système sur l'assemblage de ces deux composants, walou quoi. Donc c'est un vrai sujet, et ce qu'on attend aujourd'hui des éditeurs pour sortir par le haut de ce débat, le but n'est pas de remettre en cause le cloud applicatif en tout cas, parce que ça rend des services évidents, mais c'est de nous rassurer sur l'interopérabilité de ces systèmes, la capacité de sortir les données si on en a besoin demain ou si on veut switcher. Et là, il y a aussi dans l'actualité un certain nombre d'initiatives intéressantes. Alors celle qui a fait le plus de bruit, c'est l'initiative pilotée par Microsoft, Adobe et SAP, qui s'appelle l'Open Data Initiative, qui est un engagement de la part de ces éditeurs de respecter des schémas de données qui soient les mêmes. Donc un client, il va être modélisé d'une manière dans les outils de ce type la plus proche possible de tous les autres, ce qui favorise l'interopérabilité, et puis des garanties que quand on passe de l'un à l'autre, c'est possible. On va pouvoir gérer sa base client, on la met dans un moteur Microsoft, et ben on pourra la migrer dans un moteur Adobe demain, quoi. Et ce consortium pour un peu d'ampleur, là ils ont annoncé au mois de février une extension de cette alliance avec 12
12 sociétés qui ont rejoint ce consortium pour favoriser cette initiative. Donc je pense que c'est une pression qu'il faut qu'on mette aux éditeurs de rejoindre des facteurs d'interopérabilité pour protéger nos applications demain et nos données. Ouais, clairement. Bon, super. Ça va nous faire une belle transition avec un sujet que tu vas nous présenter Customer sur Data les Platform. Customer Data Platform, donc qui sont là aussi une des briques du cloud applicatif, qui sont un marché en pleine maturité, en plein avancement. Tu vas nous avec présenter. des enjeux de plus que jamais de réversibilité, d'être en capacité de récupérer ses data clients au cas où. Ok, donc place au dossier. Bien, rebonjour, ravi de vous retrouver pour ce dossier consacré au Customer Data Platform. Avant de parler même des Customer Data Platform, est important de les resituer dans des architectures omnicanales qui reste le but final, de monter des architectures qui vont permettre de rendre un ensemble de services à nos clients au bon endroit, au bon moment, bref, sur l'ensemble des canaux d'interaction que je peux avoir. Donc, pour rappel, ces architectures omnicanales sont à 3 couches. La première est la couche de référentiel de données, celle sur qui va concerner particulièrement les Customer Data Platform. Donc, les données sont, pour schématiser, à un seul endroit, accessibles par un ensemble de services représentés par la deuxième couche, des services headless qui viennent consommer ces données, qui eux aussi sont présents à un seul endroit, et eux aussi sont consommés par la dernière couche, qui est la couche des canaux front office, que vous avez tout en haut, donc des canaux qui peuvent être des canaux digitaux ou des canaux offline. En l'occurrence, on a des canaux mobiles, des canaux web, des canaux sociaux, des canaux de partenaires, etc. Donc, on remet en avant ici, pour servir l'expérience omnicanale de nos utilisateurs, l'importance fondamentale des briques de référentiel de données. Ces briques de référentiel de données de deux natures, finalement, des natures plutôt en termes de données, j'entends, des natures de données fondamentales qui vont représenter le cœur, le noyau de mon atome, c'est mes données, mon client, l'identifiant de mon produit, l'identifiant de mon fournisseur, de mon point de vente et toutes les premières données qui gravitent autour, qui sont assez immuables. Et puis les données qui sont plus des données dites utiles ou implicites, qui vont être des données, en l'occurrence pour les clients, des données comportementales, navigationnelles, qui viendront enrichir mon noyau de l'atome pour permettre une meilleure connaissance de mon client. Donc un usage des données, d'abord dans des référentiels de données fondamentales, comme on a pu le connaître au niveau du PIM, du DAM, et de tous les référentiels qui viennent servir l'expérience utilisateur dans une architecture omnicanale, des données à des fins marketing qui viennent aussi enrichir l'ensemble de ces données. Là encore, on va y revenir pour avoir une meilleure connaissance de son client et lui servir une expérience et un service personnalisé. Et puis enfin, des données plus à des fins décisionnelles, c'est-à-dire que l'ensemble de ces données sont souvent déversées dans des data lakes ou autres pour permettre des analyses plus à froid, de data vise et d'analyse de données à des fins beaucoup plus décisionnelles. L'ensemble doit évidemment, en tout cas les données fondamentales et les données marketing vont permettre de construire cette fameuse vue 360 du client qu'on retrouve sur ce slide, avec évidemment un ensemble de données faramineux potentiellement récoltables depuis les différents canaux, d'où l'importance d'apporter une hiérarchie dans ces données, puisqu'il faut définir quelles sont les données dont vous avez besoin pour rendre les services que vous souhaitez rendre sur les différents canaux. Donc, il faut démarrer simplement et s'assurer que déjà j'ai mon noyau de l'atome, je suis en capacité d'identifier un client pour ensuite pouvoir venir greffer les différentes données comportementales qui vont me permettre d'enrichir ma vision 360 de client. Donc, il y a un premier exercice à faire qui est vraiment, assez classiquement, de travailler sur des customer journées, de préciser sur l'ensemble des points de contact les services qui sont à rendre et de préciser pour chacun de ces services les données, idéalement, dont vous avez besoin pour fournir ces services-là. Parmi ces données, vous allez obtenir une potentielle très grosse matrice de données, mais parmi ces données, vous avez des données que vous avez, qui sont propres, qui peuvent être des données maîtres, vous avez des données que vous n'avez pas, mais que vous pouvez avoir facilement, et puis vous avez des données que vous n'avez pas et qui est très difficile d'obtenir. Donc c'est ce travail-là qu'il faut évidemment faire en priorité. Je pars de mon business, j'identifie les services que je veux rendre, j'identifie les données dont j'ai besoin pour ces services et j'identifie comment, aujourd'hui, je peux récupérer l'ensemble de ces données-là.
Une parenthèse sur les... parce qu'il y a une confusion qui peut se faire dans ce marché, puisque le marché des Customer Data Platform est un marché qui est très jeune, qui est vraiment un marché émergent. Donc où finalement où il y a assez peu de recul et de grosses références de mise en œuvre, et surtout il y a des acteurs qui sont d'origine très diverses. Donc vous avez des acteurs aujourd'hui de CDP qui viennent du CRM, des acteurs CDP qui viennent de la DMP, qui viennent du tag management, ou des pure players. Donc pour rappel, fin des années 90, début 2000, on pensait CRM parce qu'on avait le besoin interne à l'entreprise de servir, de centraliser toutes les données que je pouvais avoir sur mes clients, mais à des fins commerciales, à des fins internes. La DMP est arrivée à la fin des années 2000, début 2010, pour servir des enjeux, des objectifs publicitaires. Donc la DMP va collecter énormément de données anonymes, des third party data, pour fabriquer des segments qui seront la cible de publicité. Et puis la CDP travaille, elle, non pas sur des données anonymes, elle peut le faire, mais elle travaille surtout sur des identifiants bien précis, sur l'individu, donc sur la first party data à l'origine, même si elle peut être enrichie, et elle vient servir, non pas comme le CRM, l'organisation interne commerciale, ou comme la DMP uniquement la publicité, mais elle vient servir l'ensemble des outils marketing relationnels. Tout ça est à nuancer avec le fait qu'aujourd'hui, vous avez des éditeurs CRM qui vont vers les CDP en apportant des services qui sont parfois tout à fait appropriés. Les DMP aussi, les acteurs de la DMP vont également tout ou partie vers des logiques CDP, ce qui peut faire du sens, parfois un peu moins, c'est des choses qu'il faut regarder de près. Et puis vous avez les pure players CDP qui se contentent à faire ce que vous avez sur ce slide-là, c'est-à-dire collecter de la donnée, très important, donc fournir tous les connecteurs et les API qui vont permettre d'aspirer de la donnée, donc depuis votre système d'information, et depuis n'importe quel autre, depuis votre système digital également, et puis depuis n'importe quel autre canal, encore une fois, avec lequel vous êtes en interaction avec le client. 2, le job de la CDP, c'est d'unifier cette donnée, de reconnaître les identités, c'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu de résolution d'identité, puisque un coup, mon utilisateur va me parler avec son mobile, un coup sur le réseau social, un coup dans ma boutique, un coup sur le site web, tout le temps avec parfois une adresse email, parfois un login, parfois un ID de son téléphone, et donc il y a un enjeu de résolution pour fabriquer ce fameux noyau de l'atome. Ensuite, il y a un enjeu d'exploiter ces données, évidemment. Donc, sachant qu'on est sur des volumes très importants, il y a un enjeu de segmentation de ces données. Donc la CDP va fabriquer des segments, va fabriquer des audiences qui seront sur des critères prédéfinis ou des critères intelligents pré-mâchés par la CDP, pour ensuite les activer à des fins de marketing relationnel essentiellement, à des fins de campagne, de notification, de display, etc., etc. Donc on retrouve une architecture où vous avez tout en haut les sources d'alimentation de la CDP. Ces données sont collectées par la CDP, qui effectue un premier nettoyage, un travail d'unification, de résolution d'identité, d'agrégation, pour fabrication de segments, grâce souvent à des moteurs d'intelligence artificielle et de machine learning qui viennent vous aider, qui viennent pré-mâcher un petit peu le travail, et ensuite les équipes marketing viennent affiner ces segments, et puis ces segments sont mis à disposition, sont activés à des fins pour servir l'expérience utilisateur omnicanal. Ici, vous avez un exemple, un screenshot d'une solution, et donc c'est un des enjeux des différentes solutions CDP, c'est de proposer des connecteurs divers et variés, donc avec un vrai enjeu d'ouverture et d'accessibilité pour permettre de venir brancher des sources pour ingérer les données depuis tout type de système, interne ou externe. L'enjeu, comme on l'a dit, c'est d'arriver à une sorte de golden record avec la résolution d'identité, qui est également un des services que doit fournir la CDP, pour permettre bien sûr de construire, encore une fois, mon noyau de l'atome, auquel l'ensemble des futurs électrons, l'ensemble des futures données, va venir pouvoir s'accrocher. Enjeu de segmentation, vous avez ici l'exemple de la plateforme BlueConic, si je ne dis pas de bêtises, et qui vous fournit de façon graphique de quoi fabriquer vos propres segments en sélectionnant les différents critères et différents types de populations que vous souhaitez, pour ensuite permettre finalement l'activation de ces segments, donc d'abord du profiling,
avec, comme on le voit ici à l'écran, plusieurs types de segments qui sont soit trouvés naturellement par la plateforme, soit trouvés naturellement et aidés par les équipes marketing, de façon de méthode, une façon déterministe et une façon probabiliste, pour ensuite être activés, là encore, la plupart du temps, par un jeu d'API et de connecteurs. C'est le business des CDP que d'enrichir leur panoplie de connecteurs vers des outils marketing, des outils analytiques, des outils autres, tout dépend de vous, de ce que vous avez en place. Puisque l'idée d'une CDP, dans notre vision, c'est de ne pas venir bousculer les outils que vous utilisez déjà, que ce soit évidemment dans le cœur de votre système d'information, ou vos outils marketing, voire même vos outils analytiques. Vous avez ici un résumé d'une architecture très haut niveau, intégrant une Customer Data Platform, où vous avez dans le système d'information le RP, un CRM, potentiellement un MDM, qui viennent alimenter ça, et puis toutes les données collectées de par le parcours multi-channel des différents utilisateurs. La segmentation, l'activation, le retour de mes campagnes ou de toutes mes actions marketing que j'ai pu mener grâce aux activations. Il y a un marché qui est très conséquent, c'est un marché qui bouge énormément, on le voit depuis 2011, il y a 150 outils. Là, on est uniquement, enfin, on est sur l'ensemble des outils marketing techniques. On n'est pas que sur les CDP, mais ça montre quand même un marché ultra dynamique. Et puis, ces 2 dernières années, en particulier cette dernière année, un essor considérable des acteurs de Customer Data Platform, à la nuance près, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez des sources, des origines très diverses de ces acteurs. Et c'est en partie notre métier que de mettre la lumière un peu sur ce marché pour bien sûr faire les bons choix. Vous avez ici quelques solutions qu'on adresse, en tout cas qui sont dans le scope des Customer Data Platform qu'on identifie, avec un rôle particulier quand même sur les gros acteurs, sur lesquels il faut quand même modérer un peu le propos, puisque vous avez certains acteurs, encore une fois, qui cherchent à se mettre à la Customer Data Platform, qui fonctionnent par acquisition, et qui aujourd'hui ont parfois du mal à brancher cette brique dans leur écosystème. C'est le cas d'Adobe, IBM, Oracle ou Salesforce. Enfin, en termes de démarche, c'est important de penser de façon pragmatique et de façon très modeste et humble. C'est-à-dire qu'il y a une véritable nécessité à travailler sur ces enjeux business, à faire des constats de votre existant. Quels sont vos pain points? Est-ce que votre donnée est explosée un peu partout? Est-ce que vous avez des doublons un peu partout? Donc il faut penser qualité de la donnée. Avant d'investir, il faut penser ROI, il faut penser KP, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais rechercher dans une Customer Data Platform? Est-ce que c'est vraiment la vision 360 qui m'intéresse? Est-ce que je veux optimiser mes coûts marketing? Est-ce que je veux gagner en productivité, en time to market? Pourquoi pas? Donc c'est important d'avoir une première phase vraiment de cadrage qui permet de penser tout ça, de faire une cartographie cible, accepter que cette cartographie soit mouvante, d'avoir des scénarios d'architecture incluant ou non des solutions de CDP, de tracer sa roadmap, et puis surtout d'aller vers une approche ensuite, si vous choisissez une CDP, d'aller vers une approche POC, comme c'est présenté ici avec une CDP, en l'occurrence Lytx, qui propose un proof of concept, finalement, en 8 semaines, et qui permet, d'ingérer, alors pas de façon automatique, donc on va initialiser l'approche avec une collecte des données depuis 3 sources. On va faire ce travail d'unification, de résolution d'identité, de segmentation et d'activation sur, disons, 2 ou 3 campagnes pour pouvoir en mesurer le retour. Et ça, c'est une approche POC qui nous paraît très très intéressante à mener, avec un ticket d'entrée qui serait pas forcément trop conséquent par rapport au budget par ailleurs important de ces sujets-là. En conclusion, ces concepts de Customer Data Platform font quand même bien rêver, mais c'est pas magique. Encore une fois, il faut penser pragmatisme, il faut penser classiquement Customer Journey, il faut penser ROI, KPI, qualité de votre donnée, et puis bien sûr avec des enjeux derrière d'organisation, de processus, d'urbanisation digitale. Donc adopter une démarche progressive, une démarche pragmatique. Il faut évidemment, pour construire un atome et le faire grossir, il faut d'abord son noyau, donc attachez-vous à cette importance de la qualité de votre donnée. Et puis enfin, il faut penser ressources, il faut penser budget, ce sont des budgets qui sont souvent assez conséquents, d'où l'intérêt de faire un POC et de rentrer dans une démarche qui vient bien qualifier le besoin.
et puis ne pas céder aux sirènes des éditeurs, parce qu'on est sur un sujet qui est facile à vendre, si j'ose dire, et comme je le disais, avec un curseur à déplacer assez habilement entre vos besoins et la promesse des éditeurs, et surtout la réalité derrière de ce qui peut être mis en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Ok, on passe au dossier top flop. À mon tour de te poser quelques questions, Fred. Donc, qu'est-ce qui a retenu ton attention comme top du dernier mois? Alors, dans le retail, on a un truc très intéressant qui se passe, en particulier dans l'e-commerce. L'e-commerce, si on résume très schématiquement, on arrive sur des sites web, on navigue dans un catalogue produit, on met des produits au panier, on commande, on se déclare et ensuite on décrit qui on est et son comportement. Certains acteurs ont pris le contre-pied totalement inverse, d'aller vers une logique hyper personnalisée, où avant de découvrir le catalogue produit, on va décrire qui on est, ses préférences, et on va ensuite naviguer dans un univers hyper personnalisé qui va nous permettre de mettre le focus sur les bons produits. Donc le site qui a mis en évidence le succès de ce mode de fonctionnement ou ce type de parcours, c'est Stitch Fitch, qui a un succès incroyable. Aujourd'hui, c'est un acteur US qui pèse plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires, qui a une valorisation en bourse, bon, on imagine toujours délirante, même si ça ne veut pas dire grand-chose, qui est profitable. Hein. La boîte a été lancée en 2011. Dès 2014, elle est profitable depuis cette date, qui reprend le mécanisme du personal shopper. Donc on est dans le monde du fashion, où on va décrire ses préférences, les vêtements qu'on préfère, sa taille, son style, et on va recevoir à intervalles réguliers qu'on choisit une boîte de produits qui est totalement recommandée. Donc il n'y a même plus de navigation dans un catalogue. $20. Pour $20, on reçoit cette boîte. Si les produits m'ont intéressé, je les conserve. Si les produits m'ont pas intéressé, je renvoie ces produits gratuitement. Et si je garde la totalité des produits, j'ai un discount de 25%. Bon bref. Donc on est dans un univers où on a finalement totalement cassé la navigation dans le catalogue produit pour aller vers une hyper-personnalisation. Donc c'est des systèmes qui produisent beaucoup de données, beaucoup d'algorithmies. Alors tout ça rendu possible par la technologie aujourd'hui qui nous permet d'absorber des quantités de données de fou et de les traiter de manière très 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 efficace, qui répond à un nouveau mode de consommation. Et alors ce qui est aussi très intéressant chez Stitch Fitch, c'est qu'on se limite pas à faire de la reco produit et d'envoyer la bonne boîte à la bonne personne, mais ça va jusqu'à analyser les tendances, anticiper les tendances de style, optimiser la chaîne logistique, décider de provisionner du stock dans un warehouse spécifique parce qu'on anticipe que un comportement client d'une grappe de clients va commander ce type de produit ou va devoir recevoir ce type de produit, et on optimise la totalité de la chaîne. Donc l'idée, c'est vraiment de digitaliser toutes les transactions, toutes les interactions, stocker toutes ces informations, et par de l'algorithmie, améliorer la relation client, améliorer la logistique, améliorer ses circuits d'achat, etc. Et ça cartonne. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est dupliqué, qu'on voit dupliqué dans un certain nombre de domaines. Donc il y a un équivalent de Stitch Fitch en Europe qui s'appelle Lookero, mais on le voit dans d'autres domaines, dans le domaine du rasage, dans le domaine où on va avoir des boîtes de rasage, dans le domaine du vin, où en France on a le petit ballon aujourd'hui, on va pousser des box de plus en plus personnalisées. Donc ça, c'est vraiment un changement super intéressant, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que c'est assez bluffant. Malheureusement, Stitch Fitch ne livre pas en Europe, si je dis pas de bêtises. Non, pas encore, mais on a Lookero pour ceux qui veulent essayer. C'est un nouveau mode de consommation. Et d'autres, on a et d'autres dans d'autres domaines, mais c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher, quoi. Ok, merci Fred. Et alors du coup, à l'opposé, quel est ton flop? Qu'est-ce qui t'a marqué Alors, ce qui nous a beaucoup fait rire, on s'en est déjà un peu répandu sur LinkedIn, c'est le dernier Gartner Magic Quadrant sur alors ils appellent ça les DXP. Donc personne ne sait ce que c'est une DXP, un espèce de système qui permet d'améliorer la relation client. Et si on lit un peu, c'est une myriade de technologies adjacentes au DXP, notamment CRM, ERP, DAM, CCM, PIM et automatisation marketing
donc bref, on a perdu tout le monde. C'est plus magique que jamais. Ouais. Bah ouais, là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Quand on regarde le cadran magique, on va retrouver Liferay à côté d'Adobe. Bon, quand on connaît un peu les solutions, c'est comparer des choux et des carottes total. Donc ça c'est révélateur d'un écosystème sur lequel tout le monde s'élève au rang d'expert dans notre secteur, sans qu'on ait le permis d'expertiser quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il faudrait un permis. Il y a des permis de conduire, il y a des permis d'architecte, des permis de conseiller. On est dans des secteurs qui deviennent des secteurs qui pèsent dans l'économie, qui nécessitent ou qui font consommer des millions d'euros d'investissement. Et on n'a toujours pas structuré ce que c'est un expert. Si on regarde aujourd'hui le monde des architectes, quand on veut construire une maison de plus de 150 mètres carrés, on peut pas le faire comme ça. Il faut avoir recours à un architecte, il y a un ordre des architectes, il y a une déontologie. Et dans notre secteur, c'est pas encore le cas. On reçoit pas mal de cahiers des charges, nous, où les architectures, c'est du pif gadget. On met un front qu'on va découpler avec un API manager, avec un bac, mais on réfléchit 2 minutes, ça peut pas marcher. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra un petit peu de sérieux pour que les clients puissent se retourner vers des véritables experts qui sont légitimes, qui ont les heures de vol, qui permettent de construire des choses sur lesquelles on va demander des investissements aux COMEX, aux CEO, aux patrons des boîtes, qui se comptent en millions d'euros et qui sont aujourd'hui vitaux pour les boîtes. Donc ouais, ça serait bien qu'on se structure un peu. Peut-être que la profession y arrivera. Ouais, on l'espère. Ou peut-être que en tout cas, il y a le besoin. Ouais, il y a le besoin. Peut-être que nos ministres, nos secrétaires d'État, peut-être que l'Europe. On peut espérer que l'Europe envisage un diplôme d'expert dans le digital. Donc voilà. Ok, super. Donc, peut-être ça sera un pro un jour. Ok, merci beaucoup. On va se retrouver le mois prochain. Avec plaisir. À bientôt. À très bientôt.